Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On a passé une très belle journée hier. J'ai l'impression qu'on va passer une très belle journée aujourd'hui. On va parler, vous voyez, des choses très importantes, très impactantes, en restant comme ça, unis, soudés, et surtout en gardant ce côté fest. Alors oui, je vais vous parler de choses très importantes. Oui, je vais vous parler de décarbonation. Vous savez que c'est un thème qui nous est cher ici, et que forcément ce qu'on fait aujourd'hui doit préparer demain. Vous avez vu qu'il y a des jeunes collégiens et lycéens. On pense énormément à eux, on est très heureux qu'ils soient là. Pour parler de décarbonation, et notamment de décarbonation de l'industrie, c'est un sujet qui ne se réglera pas sans innovation. Pour parler de décarbonation de l'industrie, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Sidos, Fabrice Lemoine et Louis Logier. Monsieur Logier, mettez-vous à côté de moi. Sophie est assise. Non, là-bas, je vous en prie, sur le deuxième. Voilà, c'est qu'une question de caméra. Sinon, je vous aurais accueilli avec plaisir. Ravi de vous accueillir. Merci beaucoup d'être là, d'avoir pris de votre temps pour Tech & Fest, pour tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous regarderont ensuite. On va passer 40 minutes ensemble. On va parler de choses très importantes, de choses impactantes. Mais avant cela, j'aimerais que vous vous présentiez. Sophie Sidos, ceux qui sont du bassin vous connaissent, mais peut-être pas les autres. Je vous en prie, présentez-vous et dites-nous qui vous êtes et ce que vous faites, même si c'est écrit là-haut, mais on fait semblant que les gens ne sachent pas lire. Bonjour, donc Sophie, je suis propriétaire d'un groupe qui est un groupe familial qui travaille dans les matériaux de construction. Ce groupe s'appelle Vicat. Il porte le nom de l'inventeur du ciment qui est artificiel, Louis Vicat, en 1817. Je suis fière de représenter cette 7e génération. On est un groupe qui est composé de 10 000 personnes et on est présent dans 12 pays différents avec un chiffre d'affaires d'à peu près 4 milliards d'euros. Donc voilà. Et puis ma deuxième casquette, vous la connaissez peut-être mieux, c'est d'être présidente du MEDEF Isère, donc de représenter, d'aider les patrons isérois, quelle que soit la taille de leur entreprise. Et Fabrice, Sophie, que je remercie, deuxième jour, hein, ça commence à être un peu fatigant, mais merci de nous avoir accompagnés sur Tech & Fest. Je sais que vous nous avez soutenus. Fabrice Lemoine, merci d'être venu, merci d'avoir pris ce temps. Vous venez de Lorraine, vous avez une charge importante. Expliquez-nous ce que vous faites dans le cadre du PEPR Spleen et en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Oui, bonjour. Alors, d'abord, pour me présenter, je suis professeur d'université, donc à l'Université de Lorraine. Et donc, on m'a confié la codirection du programme équipement prioritaire de recherche sur la décarbonation de l'industrie. Donc, c'est une des décarbonations de l'industrie, c'est une des stratégies d'accélération de France 2030. Donc, avec une mission de l'État, une feuille de route de l'État pour préparer les technologies de demain en matière de décarbonation des procédés industriels, dans le but d'établir un programme de recherche sur le relativement long terme de l'ordre de 6 ans et demi pour préparer ces technologies, ces innovations qui pourront impacter la décarbonation de l'industrie et décarboner de manière profonde ces procédés industriels. On va y revenir, on va aller plus loin bien sûr parce qu'on va expliquer tout cela. Louis Logier, vous êtes préfet de l'Isère. Évidemment, quand on dit qu'on a des objectifs, ces objectifs ils viennent de l'État, parfois de l'Union européenne. C'est votre travail en tant que préfet de les appliquer, j'imagine? Oui, alors bonjour à tous. Merci d'ailleurs de nous accueillir ici. En tant que préfet, je représente l'ensemble des membres du gouvernement sur le département. Et donc j'ai comme principale mission de décliner les politiques publiques, donc notamment tout un volet qui est en lien avec le monde économique, tant sur la partie financement, on reviendra dessus, que sur la partie emploi. Et puis un autre volet sur la partie sécurité, sous toutes ses formes, aussi bien la sécurité civile que les problèmes d'ordre public ou de délinquance tels qu'on peut les vivre au quotidien. Vous avez été un peu occupé ces jours-ci, on va pas se voiler la face, n'est-ce pas? Sophie, je reviens quelques minutes avec vous pour bien... Ça va me permettre, si vous voulez, de poser un petit peu les choses et pourquoi on parle d'innovation, pourquoi on parle de décarbonation. Décarboner l'industrie, d'accord? C'est des secteurs majeurs, c'est des secteurs importants. C'est la chimie, c'est l'acierie et c'est la cimenterie. Alors si on attend que les choses se fassent, elles ne se font jamais. Vous en êtes où de la question de la décarbonation? Vous avez déjà commencé, on en parlait tout à l'heure en préparant. Alors, on n'a pas déjà commencé, on le fait au quotidien depuis de nombreuses années.
C'est une de nos priorités, c'est notre priorité. On est tous conscients qu'il y a des problèmes avec le climat, qu'il faut décarboner. Simplement, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Alors, ça va dépendre des technologies. Mon voisin, il sera là pour répondre à ces questions-là. Si on avait la technologie, on l'aurait déjà faite. Cette technologie, on est en train de la fabriquer. Maintenant, avant d'avoir cette technologie, on peut faire autre chose pour décarboner et pour aller plus vite. On s'est engagé, le groupe Vicat, à ne plus utiliser, par exemple, d'énergie fossile, donc plus de pétrole. Pour arriver à ça, c'est des investissements, parce qu'on va prendre d'autres façons. Comment est-ce qu'on va produire de l'énergie, ou avec de l'électricité verte, ou avec, par exemple, des pneus broyés, des CSR, des canapés broyés qu'on va réutiliser, qui ne vont plus aller dans vos poubelles, mais qu'on va prendre en cimenterie. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi vous avez besoin de ça? C'est pour faire de la chaleur. J'aimerais en quelques mots que vous nous disiez pourquoi on a besoin d'autant d'énergie dans une cimenterie, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas. Alors, un four de cimenterie, c'est pas le four de votre cuisine. Un four de cimenterie, ça coûte à peu près 300 millions d'euros. Ça chauffe au quotidien, jour et nuit, 24 heures sur 24, et ça chauffe à 1450 degrés. Si on chauffe à 1100 degrés, là on obtient de la chaux, mais pas du ciment. Pourquoi cette température-là? Parce que le calcaire, du calcaire vont s'échapper, il va y avoir une carbonatation qui va se produire, et ce produit va se transformer en clinker. Et c'est avec ce clinker que nous pourrons avoir du ciment qui ne redeviendra plus de la poudre après. Donc il faut chauffer à 1500 degrés, et pour chauffer, il faut des combustibles. Et ces combustibles, on essaye aujourd'hui de les prendre dans ce qui est l'économie recyclable. Et on l'a dit, H24, hein, c'est-à-dire que si le four s'arrête, c'est un problème. Hein. Si le four s'arrête, ça ne va pas. D'abord, il faut beaucoup d'électricité pour le faire repartir. Ça entraîne des complications dans le procédé de fabrication. Et alors, c'est vrai que le progrès technique, on était un peu resté sur le même progrès pendant des dizaines d'années. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une évolution du fait de la Covid aussi, où il faut aller beaucoup plus vite, une prise en conscience des populations et ce désir d'aller très très vite, mais avec un timing de temps qui est un peu trop court. Dans le cas de votre casquette MEDEF, vous avez cette sensibilité, on le perçoit, elle est essentielle pour vous. Hein. Oui. Forcément, si vous ne décarbonez pas, ça va poser un problème. Les autres patrons sont assez conscients. Je viens quelques minutes en Isère avant de vous donner la parole. Les patrons sont très conscients. On a créé cette transition écologique où on parle sans arrêt de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut se transformer. On échange les bons procédés. Du reste, je vois dans la salle Florence Lambert de Genevia pour l'hydrogène qui est là. Donc, on a toute cette conscience. On veut y arriver. Et pour y arriver, il faut être tous ensemble. Seul, on n'y arrivera pas aussi. Seul, alors quand je dis les patrons, seuls, c'est avec l'État. Parce que sans l'aide de l'État, on a besoin de financement pour y arriver. Parce que c'est des financements qui sont, c'est pas des 10 000 euros hein, pour transformer notre industrie. Justement, Louis Laugier, parlons-en de l'État et parlons-en. Je vais prendre une minute parce que vous venez d'arriver, si vous permettez, votre première impression sur le département et on parlera ensuite de décarbonation parce que je suis curieux, excusez-moi. Alors, moi depuis mon arrivée, j'étais frappé par le dynamisme économique du département. On m'avait évoqué le triptyque entre la recherche, l'enseignement et l'industrie. Et c'est vrai qu'on le sent. C'est-à-dire qu'au-delà des termes, au début, je me suis demandé est-ce que c'est une formule. Mais en discutant avec les uns et les autres, j'ai compris qu'il y avait une réalité derrière tout cela, qui se matérialise sur des projets, des réalisations très concrètes. Donc ce dynamisme, moi, m'a frappé. Et je vous dirais que ce dynamisme, on le voit à travers la capacité à répondre aux différents appels à projets qui sont mis en place par l'État, justement. Si je peux dire un mot de France 2030, France 2030, c'est 54 milliards d'euros. 25 milliards ont déjà été engagés. Sur les 25 milliards d'engagés, il y en a 4,6 milliards dans le département. L'Isère est le premier département dans le domaine de France 2030. Pourquoi? Eh bien, grâce à l'écosystème que je viens de décrire. Et je crois que ce point-là mérite d'être souligné, c'est-à-dire qu'il y a une grande fierté à avoir localement, cette capacité à travailler ensemble et à s'inscrire dans la durée. Donc ça, j'ai découvert très rapidement. Et je voulais le dire parce qu'on n'en a pas forcément conscience. Il y a 250 projets, donc de tout niveau. Et que je vois les affiches des différentes entreprises qui sont derrière vous, je vois plusieurs entreprises qui ont été concernées par la question et que j'ai visitées d'ailleurs. Et donc, quand on voit cela, on a 250 projets déjà soutenus dans le cadre de France 2030. Voilà le point majeur pour moi en arrivant dans le département. On va rentrer un peu dans le détail. Sophie, vous vouliez ajouter quelque chose? Moi, je voudrais confirmer, mais c'est vrai que Monsieur le Préfet, le premier jour de votre arrivée, on a été quand même très surpris. Vous étiez dans l'entreprise déjà.
Et ça, c'est un signal très fort pour nous parce que on a besoin de vous, on a besoin que vous connaissiez l'entreprise et vous le faites au quotidien. Et donc ça, c'est un signal fort parce que c'est en effet tous ensemble qu'on va y arriver. Je suis pas là pour vous faire des compliments, hein, mais il faut reconnaître la réalité des choses. Ah, ça, le fait d'être ensemble, je crois qu'on a tous bien intégré. On va aller encore plus loin. Allez, on va rentrer un peu dans la partie innovation. Monsieur Lemoine, j'ai compris PEPR. Hein, c'est un outil. Il est doté d'un financement. Il a un temps. Mais la finalité, pour vous, quelle est-elle pour les industries, pour la décarbonation concrètement? Oui, alors je vais commencer par rebondir sur un propos de ma voisine, Sophie Sido, disant il n'y a pas une technologie, non, il y a des technologies de décarbonation. Et tout comme quand on veut décarboner l'énergie, on va parler d'un mix énergétique, et bien là, il y a un mix de solutions de décarbonation. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Il n'y a pas une solution. Ça, c'est la première chose. Sur un deuxième point qui est extrêmement important aussi dans la cimenterie, mais pas uniquement dans la cimenterie, dans l'industrie, il faut de la chaleur. Il faut beaucoup de chaleur. En fait, c'est plus de 60% de la consommation énergétique de l'industrie, c'est de la chaleur. Donc, il faut décarboner le mix énergétique industriel, mais décarboner ce mix énergétique, c'est avant tout décarboner la chaleur. Et alors la chaleur, dans l'industrie, elle a quand même une spécificité, c'est qu'elle est utilisée à haute température. Donc on a vu 1450 degrés pour le clinker, c'est à peu près la même chose dans l'acierie, et il y a beaucoup de procédés de transformation de la matière pour aller vers des produits finis, des produits utiles comme le ciment, l'acier, les molécules dont on a besoin, eh bien on a besoin de chaleur. Donc il faut décarboner la chaleur, ça c'est le premier point. Et en particulier la chaleur haute température. Donc on l'a vu, il y a l'électrification, mais pas uniquement. On peut modifier les combustibles, utiliser des combustibles neutres en carbone, utiliser de l'hydrogène décarboné. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc quand je dis utiliser de l'électricité, évidemment, c'est à condition d'avoir de l'électricité bas carbone, ce qui est quand même un atout du système énergétique français avec le nucléaire et les énergies renouvelables, notamment l'hydraulique, qui est très présente dans l'Isère, évidemment. Alors, deuxième enjeu, quand on a décarboné les sources d'énergie de l'industrie, il faut décarboner profondément les procédés, c'est-à-dire modifier les procédés. Alors, je vais donner, vous avez cité trois exemples qui sont les trois plus gros émetteurs de la planète, oui. Tout du moins en termes industriels. L'industrie, c'est 20% des émissions mondiales. Hein. Donc c'est un gros secteur. C'est des émissions qui sont réputées difficiles à abattre. Alors, trois secteurs. La chimie, le ciment et l'acier. Le ciment et l'acier, rien qu'à eux deux, c'est plus de 11% des émissions globales. Hein. Globales, hein, au niveau mondial. Alors, la chimie, d'abord, ça nécessite de transformer les procédés de conversion. Les transformer pour qu'ils deviennent plus économes en énergie, gain d'efficacité énergétique, et plus économes en matière. Faire des réactions chimiques plus sélectives pour économiser finalement de la matière. Et si on économise de la matière, évidemment, on décarbone, on produit moins de déchets. Premier enjeu. Décarboner l'acierie. Donc on a vu le plan Le Maire sur la décarbonation de Dunkerque. Très intéressant. On va changer le procédé de réduction du minerai de fer. On va faire appel à de l'hydrogène décarboné et à du gaz naturel. Et puis on va faire appel après à de la fusion électrique. Donc c'est beaucoup. De la fusion électrique, on peut expliquer? Alors de la fusion électrique, quand on fabrique de l'acier, on part de minerai de fer, donc qui est un oxyde de fer. On doit le réduire en élément fer. Donc ça c'est une conversion qui se fait habituellement dans le haut fourneau. Là, on veut utiliser des procédés qui sont basés sur ce qu'on appelle la réduction directe, utilisant comme agent réducteur et de l'hydrogène et du gaz naturel. Alors, évidemment, l'hydrogène, c'est encore mieux, mais évidemment, il faut beaucoup d'énergie pour produire cet hydrogène par électrolyse de l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on ne vise pas forcément immédiatement 100% hydrogène, même s'il y a des projets qui existent en Europe, projets hybrides en Suède en particulier. Et puis ensuite, on doit passer à l'acier. Pour l'acier, eh bien, il faut réenrichir le fer en carbone. Ça se fait dans un convertisseur, un four,
qui va être un four à arc électrique. Encore un four, encore de l'énergie, Voilà, encore de la chaleur. Exactement. Alors, toujours sur cette chaleur, justement issue de l'acierie, il y a beaucoup de pertes. En fait, il faut limiter ces pertes. Ça veut dire que toute cette chaleur qu'on appelle de la chaleur fatale, il faut la valoriser, il faut la récupérer, l'utiliser dans d'autres process industriels. Ça, c'est très, très important. Sur le ciment, il faut avoir une vision qui est peut-être un peu plus horizontale. On peut travailler sur la chimie du ciment. Je crois que c'est ce que fait Vicat. Mais on peut aussi travailler sur l'émission en elle-même. Et je vais passer justement à l'enjeu suivant, c'est le captage du CO2. L'Agence internationale de l'énergie a produit un scénario net zéro, donc scénario de neutralité carbone, qui dit qu'il faudrait capter à l'horizon 2050 une gigatonne, donc 1 milliard de tonnes de CO2. Donc c'est absolument énorme, ce qui veut dire qu'il faut travailler en profondeur sur les procédés de captage. Alors justement, un mot sur capter. Moi, je suis un béotien, capter, c'est attraper, enfermer et poser quelque part. Tout à fait. Alors, c'est capté. On peut aller à... Alors, une fois qu'on a capté, je vais parler du captage dans quelques secondes, eh bien, il y a deux options finalement. Soit on réutilise le flux de CO2 qu'on a capté, qu'on a purifié, pour en faire quelque chose d'utile. Donc, typiquement, des molécules qui peuvent être utiles pour la chimie. La chimie, on ne décarbone pas la chimie. La chimie, elle est basée sur le carbone. On la défossilise plutôt. Faut être clair. Donc, on a besoin de ce carbone, très clairement. Donc, on va refaire des molécules d'intérêt, typiquement du méthanol, par exemple. Après, ça sert à faire de la chimie organique. Ça peut servir de carburant aussi. On peut faire des carburants aussi, des carburants de synthèse, pour le transport longue distance, en particulier les avions, les bateaux. Et puis, après, il y a la voie séquestration. Ça, c'est une autre voie. Donc, alors, séquestration, c'est que c'est quelque chose de compliqué. Alors, actuellement, ce qu'on utilise, c'est plutôt des anciens gisements pétroliers où on va enfuir le CO2 de manière permanente. C'est une opération mécanique. C'est-à-dire qu'on voilà. on le prend dans un état que je ne maîtrise pas, je ne suis pas chimiste, on le prend et on le met sous terre, littéralement. Exactement. Après, il peut y avoir des réactions chimiques sous terre, de recarbonatation. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on fait dans le ciment, finalement. On recarbonate avec des roches alcalines. Puis, finalement, on va refaire des roches à 2000 mètres de profondeur. Ou alors, on peut avoir du stockage dans des puits, sous des aquifères, par exemple, à terre, c'est-à-dire onshore, ce qui pose de grandes problématiques évidemment d'adhésion, de légitimité de cette nouvelle filière de stockage. Dès qu'on veut stocker un déchet sous terre, c'est quand même très compliqué. Oui. C'est aussi l'un des objets du PEPR. Et vu de l'extérieur, ça peut même faire un tout petit peu peur quand même. Ça peut faire même très très peur, effectivement. Donc, alors, une particularité pour nous, Vicat, j'en profite, c'est qu'avec notre usine en Isère à Montalieu, elle est localisée sur le pipe qui va de Dunkerque à Marseille. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pipe, Sophie ? Alors, il y avait du gaz, on a amené plusieurs gaz différents, et aujourd'hui, il n'y a rien dans ce pipe. Donc, on pourrait faire descendre notre méthanol de Montalieu à Marseille pour alimenter les bateaux. Votre méthanol, c'est-à-dire qui est arrivé par transformation, d'accord, que vous évoquez. On en fait quelque chose de réutilisable, en fait. Aujourd'hui, en France, on ne fabrique pas de méthanol, on l'achète. D'accord. Et nous, en cimenterie, on serait cette solution. On pourrait fabriquer 30% du méthanol français. Donc vous allez devenir producteur de méthanol en étant en plus fabricant de ciment. Alors, ce n'est pas du tout notre métier. Donc, on a besoin de s'appuyer avec d'autres entreprises pour arriver à faire ce métier-là. Ça pourrait être EDF avec le projet Innovi qu'on a lancé. Ça peut être d'autres personnes. Il faut capter donc, ce CO2. Il y a différentes façons de le capter. Ça aussi, c'est pas notre métier, on ne sait pas le faire. Il faudra être aidé. Et pour faire cette usine à gaz, cette deuxième usine à gaz, ça coûte pas mal d'argent. Comme son nom l'indique. Voilà. Et ça, en gros, c'est le prix d'une cimenterie. Donc, c'est compliqué à faire seul. On ne peut pas y arriver seul. Et là, on a besoin du plan France 2030. Alors justement, on en parle 2 minutes. Je reviendrai vers vous, Fabrice Lemoine, pour la partie innovation, parce que je pense que ce n'est pas les seules possibilités. Vous travaillez justement à des possibilités futures. Nous, on dit ici à Tech Fest, la tech ne sauvera pas le monde, mais le monde ne sera pas sauvé sans elle. C'est une petite formule qu'on a entre nous. France 2030, on y revient. C'est extrêmement intéressant dans tout ce qui a été dit. C'est qu'on voit qu'il y a des process d'innovation
qui sont extrêmement poussées, sur lesquelles on peut s'appuyer, ce qui est moins mon domaine. On a aussi des entreprises qui font partie des entreprises qui sont celles qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Et vous savez qu'il y en a 50 au niveau national. Il y en a une dans le département, c'est en l'occurrence Vicat. On pourrait se dire que c'est catastrophique, mais au contraire, grâce à l'innovation et à la capacité d'approcher les dossiers, on peut transformer ce qui est aujourd'hui une charge en richesse. Donc c'est ça qui est intéressant, je pense, dans cette démarche. C'est une démarche qui est à la fois très optimiste, d'innovation sur la décarbonation. Mais je voudrais quand même rappeler une chose sur France 2030, c'est que France 2030 a deux objectifs. Il y a certes la décarbonation, c'est en gros 50% des 54 milliards que j'ai évoqués, mais c'est aussi la capacité à récupérer notre souveraineté industrielle. Il faut se rappeler que tout ça, ça a été fait dans un contexte différent, où on a connu une crise majeure avec la crise du Covid, où on s'est aperçu qu'on avait des éléments essentiels à la vie quotidienne qui nous manquaient et qui ont été dépendants. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place d'abord un dispositif France Relance pour accompagner les entreprises à sortir de la crise. Et France 2030, c'est la capacité à se projeter dans l'avenir et de récupérer une forme de souveraineté industrielle tout en travaillant sur la décarbonation, d'où les process qu'on vient de voir. Et tout est lié là-dessus. Et c'est pour ça, si vous voulez, qu'il y a ce relais de l'État sur le terrain également, avec un sous-préfet qui est en charge du suivi des entreprises. C'est pour ça qu'on a eu 250 projets retenus qui vont aussi bien dans l'optimisation de la consommation électrique dans une station de ski, ce qui n'est pas complètement baroque dans le département, Non. à un travail sur les microprocesseurs. Vous voyez, donc c'est là où je crois vraiment qu'on a une capacité d'innovation qu'il ne faut surtout pas sous-estimer et qui nous projette dans l'avenir, justement, à échelle 2030 d'abord et 2050 ensuite. Et Sophie. puis, c'est des emplois sur le territoire. Parce qu'on souffre d'une crise du bâtiment aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on voit arriver? Du ciment d'importation étrangère. Et ça, moi, je suis vent debout contre ça. Parce que voir du ciment qui arrive d'Italie, de Turquie, de Chine, inonder mes marchés en Isère, alors que nous, on essaye de se battre pour avancer et décarboner, là, c'est complètement anormal. Alors, tout à l'heure, vous parliez de la production de CO2. C'est vrai que à l'échelle de la planète, c'est pas bon. Mais en France, les cimentiers, c'est 1,8%. Donc, on n'est pas si mauvais que ça non plus. On a sur nos cimenteries, on a des filtres. On a mis en place des tas de choses que les autres ne mettent pas forcément en place et ils ne sont pas pénalisés. Donc là, moi, j'aimerais bien qu'il y ait la même chose qui soit appliquée partout dans le monde avant d'être systématiquement, nous, les Français, ciblés et discriminés. Moi, ce qui n'est pas facile au quotidien, c'est avec mes collaborateurs qui se font sans arrêt agresser par des ONG. Quand on parle de béton, de bétonisation, ils ont l'impression de ne pas avoir un métier noble, que le métier de maçon, c'est plus un métier noble. Mais le métier de maçon, c'est un métier extraordinaire. Nos produits sont des métiers qui vont complètement changer. On va utiliser des produits qui vont être décarbonés avec ces nouvelles méthodes. Et il faut arrêter de leur mettre la tête sous l'eau en permanence. Oui, mais Sophie, vous pouvez comprendre quand même qu'il y a une espèce d'imagerie, un imaginaire, parce qu'on est quand même dans une situation, il ne faut pas le négliger. Et nous, on ne le néglige pas, on le regarde le plus objectivement possible. Ouais. Ça peut faire peur. Ça peut faire peur, mais c'est trop facile de taper toujours sur les mêmes. Et puis quand vous allez voir un maire et que vous lui dites gentiment « Monsieur le maire, est-ce que je peux venir mettre une centrale à béton chez vous ?» Il va vous dire « Ah non, 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 moi je veux bien une chocolaterie, mais une centrale à béton, vous allez chez le voisin. » Et en fait, il n'a pas compris les enjeux qu'il y avait dans nos métiers. Quand demain, on n'émettra plus de CO2 en cimenterie, mais là, notre produit, on va se l'arracher parce que ça sera un produit décarboné. Alors, je tente une question demain, parce qu'on voit à peu près, je reviens vers vous, parce que justement, j'ai besoin d'un éclairage là-dessus. Demain, ça veut dire quoi? 5 ans, 10 ans, 15 ans? Oui. Il y a 2030, il y a 2050, on parle de zéro émission en 2050. C'est réaliste tout ça? Vous êtes au quotidien dedans? C'est réaliste. C'est quand? C'est tout à fait réaliste avec le plan France 2030. Ça peut aller très vite aussi. Si les crédits arrivent, ça peut aller très vite. Ah, j'allais vous le dire, c'est une question aussi... d'argent quand même. Ah oui, oui, parce que c'est pas gratuit. Il faut aussi que l'Europe change aussi un petit peu ses réglementations, puisque sur le CCU, le carbone capture d'usage qu'on fabriquait avec notre CO2, quand il viendra de la cimenterie, après 2040, il ne serait pas autorisé au niveau européen. Donc nous, on ne va pas investir 400 millions d'euros pour transformer ce carbone si après 2041, on n'a plus le droit de le faire. Donc il faut aussi que certains de nos concitoyens, on va avoir des élections là, européennes bientôt, s'impliquent un peu plus sur ces réglementations, en particulier des patrons qui s'impliquent là-dessus, et qu'on arrête d'avoir systématiquement des ONG qui s'impliquent sur ces sujets-là et qui ne connaissent pas nos sujets. Louis Logier, vous l'entendez, cette question de la stabilité, réglementation oui, variation non, donnez-nous des règles et puis essayons de rester tranquilles pendant 15-20 ans. Oui, moi je l'entends d'autant plus, si vous voulez, que mes services
sont chargés d'appliquer ces règles qui sont élaborées dans des instances qui m'échappent, mais mes services eux-mêmes sont confrontés après ça à cette réalité de terrain et sont les premiers, je dirais, mis en difficulté par certaines applications de règles. Donc je comprends d'autant plus. Et pour rebondir sur ce que dit Sophie Sidos à l'instant, ce regard que certains peuvent porter sur l'entreprise, en ayant une vision un petit peu dégradée de la question, en disant ce sont des pollueurs, etc. J'invite chacun a dans sa poche quelque chose comme ça, et inévitablement il y a des microprocesseurs dedans. J'en connais peu qui seraient prêts à vivre maintenant sans un engin de ce genre avec eux, vous voyez. Donc je crois qu'à un moment ou à un autre, il faut aussi une cohérence dans l'existence et avoir une capacité à se dire qu'on se projette vers l'avenir. La question de l'argent a été évoquée, pas pour des raisons uniquement d'argent. C'est que pour effectuer un bond technologique, il y a un moment, il y a un investissement à faire qui permet de gagner une étape. C'est ça le sujet en réalité. Il rejoint l'étape qui a été évoquée par M. Lemoine tout à l'heure. Je reviens vers vous, Monsieur Lemoine. 70, 71 millions, j'ai plutôt le chiffre en tête, 6 ans et demi. Qu'est-ce que vous faites de cet argent? Question très triviale. Qu'est-ce que vous en faites 71 millions? Non, plus. Combien? Allons-y, combien? Sur le volet recherche, programme de recherche, c'est 70 millions, plus 30 millions sur un volet plus innovation, c'est-à-dire porter la recherche dans un circuit où on va aller maturer la recherche pour transformer la recherche en termes d'innovation technologique. Donc c'est en gros 100 millions sur la chaîne innovation pour un niveau de maturité technologique en gros qui va être des petits prototypes validés dans des conditions réalistes. Fabrice Lemoine, ça a quelques mois, le PEPR. Vous avez déjà des pistes, vous travaillez sur des pistes disruptives, vous travaillez sur des innovations, des choses qui vont arriver? Absolument. Alors, peut-être la chose la plus marquante, justement, ça concerne ce qu'on vient de discuter, c'est l'utilisation du CO2. Mais l'utilisation du CO2 en consommant à la base moins d'énergie pour reconvertir le CO2 en molécules d'intérêt, en combustible, par des procédés qui sont vraiment disruptifs, qui peuvent utiliser soit l'électricité, donc on est sur des voies électrocatalytiques, soit la lumière, sur des voies photocatalytiques, soit des micro-organismes, donc sur des voies biocatalytiques. Donc là, je peux dire, c'est vraiment des procédés extrêmement disruptifs. On a d'excellentes équipes, dont un certain nombre de Grenoble d'ailleurs. Évidemment. Je vais peut-être ajouter quelque chose. Je vous en prie. J'ai trouvé la question du ciment très intéressante et l'idée de produire du méthanol avec du CO2 de cimenterie très très intéressante. Parce qu'en fait, ça rend 3 services systémiques. Et c'est à ça qu'il faut penser. Le premier, ça décarbone le ciment. Et ça permet à Vicat d'offrir effectivement du ciment décarboné qui va avoir une valeur sur le marché qui est supérieure. La deuxième, ça permet de décarboner le méthanol. Parce que quand on achète du méthanol en Chine ou en Inde, c'est du méthanol qui a une empreinte carbone extrêmement forte. Et le carbone, ça n'a pas de frontières dans l'atmosphère. Non, a priori non. Donc on a rendu un deuxième service. Et le troisième, c'est ce qu'indiquait Monsieur le Préfet. On renforce la souveraineté nationale. Parce qu'on fabrique du méthanol sur le sol national. Donc on maîtrise davantage la chaîne de valeur. Donc et puis, moi je suis contente parce que là on travaille sur du temps long. On a besoin de ça dans l'entreprise. Mais temps long, c'est quoi pour vous, Sophie? Moi, c'est minimum, c'est 100 ans. Quand j'achète une carrière, c'est 100 ans. C'est pas 2 ans. Ah oui, c'est pas 20 ans non plus. C'est vraiment très long, quoi. Oui, mais on a besoin de se projeter, nous les patrons. Si on nous dit dans un mois, le prix de l'électricité double, on ne peut pas se projeter. On a besoin d'avoir de la stabilité. On a besoin, quand on fait des investissements, c'est pour la vie. C'est pas pour 2 jours ni 3 jours. On a besoin d'être rassuré. Et on n'a pas été rassuré ces derniers temps. Ça a été très compliqué. Et on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être tranquillisé, d'être confiant et d'avoir des nouveaux projets, des perspectives avec France 2030, mais c'est rassurant. Bon, Fabrice Lemoine, je vais revenir avec vous sur une question qui me travaille, mais ça va, je vais m'en remettre. Pour décarboner, il faut énormément d'énergie. Pour produire, oui, mais pour décarboner aussi. Donc ça veut dire qu'il faut absolument qu'on ait une production d'électricité, on ne va pas se cacher, qu'il soit totalement décarboné. Il faut de l'hydrogène. C'est compliqué aujourd'hui de produire ça au plus près des industries. Il y a un terrain où vous travaillez sur ce sujet? Oui, alors je confirme, pour décarboner, il faut de l'énergie. Il faut beaucoup d'énergie. Pour convertir du CO2 en quelque chose d'utile, il faut de l'énergie. Pour capter du carbone, il faut de l'énergie. Alors, précisément, le PEPR, le programme que je dirige, travaille sur réduire cette empreinte énergétique
des procédés. Donc des procédés de conversion du CO2, Oui. mieux utiliser la chaleur, parce qu'on jette beaucoup de chaleur à l'atmosphère. Hein. Même si vous êtes dans une cimenterie, vous ne pouvez pas vous approcher du four, hein, qui est à 1450 degrés, comme c'était dit. Il faut réduire la demande énergétique pour la capture du CO2, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il faut pour capter une tonne de CO2, en gros, hein, c'est clair. Donc ça veut dire qu'on va soulager le réseau électrique. Je crois que, alors ça c'est un message peut-être clé, il faut essayer d'avoir une vision extrêmement systémique des ensembles productifs. Peut-être même pas par des mono-acteurs, mais par des acteurs qui sont multiples. Il faut qu'on acquiert la culture de l'écologie industrielle. Mais par exemple, expliquez-nous ce Donc, que c'est cette vision. Alors, la vision, c'est de se dire que dans un parc productif, finalement, on peut appeler ça les zones à faible émission, il y a un projet dans France 2030, eh bien, il faut être en capacité de créer des synergies. Par exemple, récupérer ce qui peut être un déchet de l'un pour en faire une ressource pour l'autre. Attendez, Sophie, attendez. Typiquement la chaleur. Typiquement la chaleur. Typiquement le CO2. Typiquement le méthanol. Donc, il faut créer des synergies et optimiser les systèmes sur une échelle un petit peu plus globale. Il faut avoir une vision aussi systémique de ce qu'on a besoin en termes d'évolution réglementaire. La loi sur la directive européenne sur les e-fuels et sur l'utilisation du CO2, effectivement, elle est très impactante parce que c'est 2042, je crois, la fin de l'utilisation du CO2 ça, c'est pas possible, ça c'est pas possible, de cimenterie. 2042, ça veut dire que le retour sur investissement ne sera pas là pour un cimentier parce qu'il doit investir très lourdement. Donc il faut prendre en compte d'emblée, dès la phase d'innovation, cette idée et ce lobby qu'il faut faire sur l'Europe et sur nos instances nationales, sur le cadre réglementaire. Il faut essayer aussi d'anticiper les impacts environnementaux, les impacts sociaux. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a aussi en ligne de mire dans notre PEPR, essayer d'évaluer les impacts sociaux. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir besoin de travailleurs plus qualifiés, etc. Est-ce qu'on va devoir faire évoluer les compétences de la filière? Mais ces questions, vous les posez seul ou vous êtes collégialement avec peut-être Monsieur le Préfet peut répondre? Parce que finalement, vous identifiez les problèmes, mais pour trouver les solutions, qui décide? Comment ça travaille? Comment vous fonctionnez en amont? Vous êtes comme là avec Sophie Sidos et puis elle vous pose ces problèmes et vous essayez de trouver des solutions ensemble? Alors malheureusement, non. Ça serait beaucoup plus facile si on appelait les patrons pour trouver des solutions ensemble. Mais souvent, malheureusement, ces solutions sont déterminées au niveau européen et après, on a à les appliquer au niveau métropolitain et puis on a à les appliquer nous. Alors tout à l'heure, j'ai un peu froncé les sourcils parce que la ZFE, c'est un petit sujet, en particulier à Grenoble, où on a une ZFE qui a été faite par un président de métropole, très bien, mais elle est absolument inapplicable dans notre région. Alors heureusement, elle ne sera pas applicable parce que nos taux de CO2 sont en dessous des normes, donc elle n'est pas applicable. Ça, je le répète, même si certains agents municipaux nous verbalisent des camions aujourd'hui, parce qu'à partir de 2025, on n'a plus le droit de faire rentrer en gros un seul camion dans Grenoble. C'est pas le sujet, je pense. Non, c'est pas le sujet, mais je voulais repartir sur la ZFE. Alors 2041, on nous met des réglementations qui s'arrêtent à 2041, mais 2041, il ne faut pas mettre de date limite dans ce genre de choses. Il faut pouvoir produire un CO2 décarboné, mais pas s'arrêter à une certaine date. Ça se passe comme ça? C'est vrai que ça se passe comme ça? C'est-à-dire qu'il y a une réflexion isolée? Non, si vous voulez, moi je crois que d'abord ça dépend des endroits. Pour commencer, 1, 2, c'est pas si isolé que ça parce que tout le principe de France 2030, c'est justement de permettre à des entreprises de passer un cap concurrentiel tout en rejoignant cette capacité à décarboner qu'elles ne pourraient pas faire avec le taux de retour sur investissement suffisant s'il n'y a pas ces subventions d'État. C'est ça le sujet en fait. Après ça, le deuxième point qui a été évoqué par vous, c'est la question des personnes, du capital humain finalement, la richesse de l'entreprise à travers ses personnels. Et là, il y a tout un travail qui est en cours d'élaboration sur la carte de formation professionnelle pour la réadapter en fonction des besoins. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple. Il y a eu une première étape qui a été vue au niveau du conseil régional et du rectorat pour l'année 2024, mais pour l'année 2025, 26 et 27, ça sera fait au niveau départemental en lien avec les entreprises. C'est-à-dire que dans chaque arrondissement, il y aura des réunions avec le monde de l'économie, les sous-préfets, le rectorat,
pour arriver à identifier quelle serait la meilleure carte de formation professionnelle sur le territoire au regard de l'activité professionnelle locale. Et je crois que ce sont des choses très concrètes sur lesquelles on est en train de se positionner, parce qu'on oublie toujours le facteur humain, mais une entreprise sans la fidélisation, sans la formation interne, sans les parcours de carrière et sans les recrutements initiaux, à un moment ou à un autre, se retrouve bloquée dans certains marchés, dans certains développements. Donc vous voyez, c'est le deuxième aspect qu'il faut intégrer dans la réflexion, qui est différent de la décarbonation pure, mais qui vient en appui. C'est-à-dire qu'il y a un moment, y compris le regard des uns et des autres sur l'entreprise, doit être modifié. Entre nous, ça commence, parce que la hausse de l'apprentissage est révélatrice du fait que le regard apporté sur l'expérience en entreprise a complètement évolué. Et c'est vrai que la semaine dernière, on a eu une première réunion qui a mélangé, avec vous, monsieur le préfet, que vous avez ordonné, qui a mélangé à la fois les élus et les entreprises sur comment on arrivait sur ce Fit for 55, comment est-ce qu'on arrive à se décarboner et comment on arrivera, avec cette nouvelle réglementation en 2024 de la CRDS, à remplir ces exigences de transition écologique. Fabrice Lemoine, il va y avoir un village de décarbonation aujourd'hui sur Tech Fest. Vous allez faire vos courses, vous allez aller voir un peu les startups qui décarbonent, vous allez leur proposer vos services financiers, parce que j'imagine que vous encadrez techniquement, mais vous avez quand même 100 millions d'euros. Alors, le PEPR France 2030 ne finance pas directement les entreprises. D'accord. Il finance les institutions publiques de recherche. D'accord. Pour mener des programmes. Évidemment, la destination des recherches, après, c'est l'innovation. Et donc, effectivement, l'idée, c'est plutôt de créer du business après la recherche. Donc, faire monter les innovations, monter les résultats de la recherche, les transformer en innovation au travers de start-up. C'est ce qu'on fait dans le cadre du consortium Cactus, qui est aussi piloté par France 2030, qui est en aval du PEPR décarbonation de l'industrie, qui permet précisément de faire monter en maturité technologique les résultats issus des laboratoires pour en faire des innovations. Et puis après, je crois que c'est le rôle des startups et le rôle de l'industrie de s'emparer de ces innovations si elles sont intéressantes. Et vous en avez détecté beaucoup, je suis très curieux, donc vous avez un peu tourné. Alors, vous faites comment? Vous allez dans les labos, vous travaillez avec le CNRS, les universités, comment ça se passe? Alors tout à fait, de toute façon, moi je suis CNRS Université évidemment, donc on travaille avec le CNRS, les universités et les organismes de recherche, typiquement le CEA, l'IFP Énergie Nouvelle, le BRGM, des grandes écoles. On travaille même avec Sciences Po Bordeaux par exemple. Donc effectivement, les innovations, la recherche, elles viennent de ces institutions. Et après, l'idée, c'est d'aller les transformer grâce au consortium. Donc on a CNRS Innovation, on a la SAT Pulsalis, on a des sociétés d'accélération de transfert de technologie qui permettent ce passage à des niveaux de maturité plus élevés. Donc votre job, c'est d'aller accélérer cette partie-là de la recherche, la rendre prioritaire peut-être? Exactement, et puis de participer à ces comités d'investissement pour essayer de détecter les meilleurs projets et puis leur donner des enveloppes qui permettent d'aller vers plus d'innovation et de transformer finalement des résultats de recherche en technologie, une technologie qui sera adoptable en milieu industriel. Sophie. Et vous savez, ces innovations, elles sont quelque part rentables pour l'État. Je vous donne un petit exemple sur Xeuillé, par exemple. On a profité de 15 millions d'euros dans le cadre de France 2030, ça s'appelait le plan de relance. C'est un investissement qui nous a coûté, nous, 50 millions d'euros, qui a permis aujourd'hui de fabriquer du ciment en mettant moins de clinker, puisqu'on met que 60% de clinker et le reste est compensé par de l'argile expansée qu'on a pu financer grâce à cet investissement. Le retour sur l'État, c'est qu'en moins de 4 ans, l'État récupère en impôts ce financement-là, ces 10 millions qui nous ont été accordés. Donc, je pousse vraiment l'État à nous aider encore plus les industriels, puisque le retour arrive aussi très rapidement chez eux. Et si c'est chez eux, c'est chez nous. En conclusion, j'ai envie de dire, monsieur le préfet, que s'il n'y a pas une boucle vertueuse, un alignement de planètes qu'il faut provoquer un petit peu, on n'y arrivera pas. Vous savez, quand j'étais en Savoie, il y avait un dicton, quand vous donnez une subvention, quand vous dit merci, ça veut dire encore. Et là on a eu exactement la démonstration que finalement ce dicton peut s'étendre à l'Isère, curieusement, et je le prends volontiers en compte. Plus sérieusement, quand même, le plan qui a été mis en place n'existait pas avant. Et on voit ce qui a été fait grâce à ça. Moi, il y a un dernier point que je voudrais évoquer. On a parlé de l'emploi, de l'innovation, on a parlé de la décarbonation, de la souveraineté. La souveraineté, ça veut dire aussi un peu de sécurité. Et en 2 secondes, dire à tous les chefs d'entreprise qui sont ici que quand vous avez un nouveau concept, ce nouveau concept aussi,
il s'agit de ne pas se le faire piquer, de manière un peu triviale, dirais-je. Et donc là-dessus, mes services sont capables aussi de faire des conférences de formation, de vous éveiller votre attention au fait qu'il peut y avoir des ingérences, des OPA qui peuvent être constitués, des personnes qui sont recrutées, etc. Ce point-là n'est pas à prendre à la légère, parce que souvent on est consacré à son travail de chef d'entreprise, de création, d'innovation, et on ne voit pas forcément les dangers qui vont autour. Donc on est tout à fait à votre disposition, Sophie Sidos, c'est bien pour vous appuyer là-dessus, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises ensuite. Ça, c'est complètement vrai. Nous, on s'est fait voler des projets chez nous, je peux vous le dire, et ça peut coûter très cher, en particulier en attaque cyber. On peut perdre toutes les données d'une entreprise, on peut perdre tous les règlements, et c'est vrai que dans ces cas-là, on se retourne vers l'État, souvent un peu trop tardivement. Il faut en effet être conscient dès le départ des services qu'on peut trouver avec la préfecture, qu'on n'imagine pas, et qui sont pour les entreprises. Et dans toutes les préfectures de France, bien sûr, ça fait partie de vos attributions. Fabrice Lemoine, en conclusion, ce que vous avez vu jusque-là, alors évidemment, vous avez déjà travaillé beaucoup sur ces questions de décarbonation. Il y a des solutions disruptives qui arrivent, il y a des trucs qui sont plutôt pas mal, il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer bientôt. J'ai envie d'avoir un peu de révélation, excusez-moi. Oui, bien sûr, il y a des solutions disruptives qui arrivent. Alors, ce qu'il faut avoir conscience, c'est qu'il faut toujours laisser le temps à la recherche, parce que la recherche, c'est un temps plutôt long, le temps à transformer la recherche en résultat. Alors, il y a des domaines où ça va très vite, le numérique, l'intelligence artificielle, mais là, on est quand même sur du lourd. On est sur de la techno, donc quelque chose qui demande de créer des chaînes de valeur après. Je veux dire, imaginons qu'on arrive à mettre au point des technologies de captage du CO2, alors là, c'est en cours, très performantes, etc., mais il va falloir les développer, créer toute la chaîne de valeur, créer les équipementiers qui n'existent pas. Sinon, on va devenir technodépendant, on va les importer, ce qui n'est pas souhaitable. Non, c'est pas le but. Alors, il faut surtout raisonner à l'échelle européenne, évidemment, parce que, je veux dire, on peut imaginer qu'en France, on pourra tout faire, mais non, il faut raisonner dans une maille européenne. Il faut vraiment qu'on ait une souveraineté européenne sur ces technologies nouvelles qui permettent de décarboner, qu'on soit à la fois capable de les utiliser sur le territoire européen et qu'on puisse devenir exportateur de ces technologies. C'est extrêmement clair. Sinon, on va devenir technodépendant. Non, on va essayer d'éviter ça. Je vous remercie sincèrement. Sophie Sidos, merci beaucoup. Merci. Mais... Merci au Dauphiné. Merci. C'est la première fois qu'on a ce salon chez nous à Grenoble. J'étais très impressionnée hier de voir beaucoup de patrons de la France entière qui sont venus, beaucoup de Lyonnais. D'habitude, c'est nous les Grenoblois qui allons là-bas. Et là, ils viennent chez nous ici. Donc, il faut recommencer. Et l'année prochaine, ils viendront d'encore plus loin. Merci Sophie Sidos. Merci Fabrice Lemoine. Merci beaucoup. Monsieur le Préfet. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Je vous en prie avec